Je voudrais rebondir sur la dernière intervention qui posait vraiment les problèmes. Alors d'abord, une petite observation. Il y a quelques années, j'entendais Bertrand Collomb, qui était à ce moment-là président de Lafarge, et qui disait, sur la question justement de la transformation des entreprises, moi, s'il faut, je peux complètement changer Lafarge d'activité si on me donne jusqu'à 2050. Donc ça répond un peu à la question, observation, l'objection qui a été faite par Bruno Lamour de dire mais les entreprises qui reposent sur l'énergie fossile, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont forcément freiner totalement. Non. Si on donne un horizon à très long terme, je reprends la phrase de Bertrand Collomb, qui lui aussi était un très gros consommateur d'énergie, enfin Lafarge était un gros consommateur d'énergie, donc c'est faisable. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que Cécile Renoir disait sur la faisabilité de la transformation des entreprises. Ça, c'était une observation, mais surtout, je voudrais renforcer ce qui a été dit sur les freins. D'abord, il y a un frein qui peut-être n'a pas été suffisamment souligné et pas chiffré, me semble-t-il, mais je n'ai lu qu'en diagonale, pour l'instant encore l'opuscule, sur les coûts. Parce qu'il y aura des coûts très importants. Je prends un seul exemple, enfin 2 ou 3 exemples. Le coût, les agriculteurs ne payent que probablement autour de 20% de l'eau qu'ils consomment. Si on veut les obliger à freiner leur consommation d'eau, il va falloir qu'ils la payent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça va entraîner par rapport à la situation qu'on connaît actuellement? Un exemple. Sur l'énergie électrique, bon, il est incontestable que si le renouvelable coûtera plus cher. Alors, je ne sais pas exactement de combien, mais on sait qu'il coûtera. Si, c'est quand même. Enfin, moi, ce que j'ai lu, en tout cas, dit qu'il coûtera plus cher. Bon, mais il y en a bien d'autres. Si on veut le relocaliser, forcément, avec de la main-d'œuvre ici, ça ne coûtera pas le même prix. Donc, il faut avoir le courage de chiffrer tout cela, clairement, et de dire comment on va, mais il faut 30 ans, comment on va organiser la transition pour qu'elle soit supportable. Et justement, c'est mon dernier aspect, et je voudrais encore renforcer là, ce qui a été un peu dit sur les freins, c'est tout le problème de l'acceptabilité politique et de trouver quels peuvent être les supporters politiques de ce changement par la connaissance de cause, étant par ailleurs, justement, dans ces organisations qui se posent ce genre de questions et qui, au régional, vont avoir des électeurs en face à qui on va dire, mais à qui on dit, d'ailleurs, un peu actuellement pour l'Île-de-France, eh bien, vous n'allez payer plus que 70 € pour tout le monde, ce qui a comme conséquence de favoriser l'étalement urbain, les transports de distance, etc. Donc, un objectif totalement anti-écologique. Mais politiquement, voilà, ça passe. Ouais. Donc, merci. Voilà. Merci parce que c'était pour poser tous ces problèmes-là. Il faut, je crois, avoir le courage de les aborder de front. Ouais, merci beaucoup. Juste en un mot, les problèmes que vous posez de coûts sont dans une logique de comptabilité qui est toujours la même. Hein. Je pense que l'exposé de Dominique Méda a bien montré que la question de la comptabilité est cruciale dans l'évaluation des coûts. Juste un mot, bien sûr. J'ai fait référence au scénario Négawatt. Le scénario Négawatt est entièrement chiffré, mesuré, y compris dans ses conséquences sociales. Donc c'est vraiment un outil très intéressant à étudier. Il y a des versions pédagogiques petites, et puis il y a le scénario en lui-même qui est très costaud. Donc je vous engage vraiment, si vous y intéressez, à vous y plonger dedans, c'est passionnant. En attendant le scénario de l'ADEME, qui est toujours aussi, sont des travaux qui sont tout à fait réalistes aussi. D'autres questions? Donc à gauche, il y avait, veuillez m'excuser, mais c'est vrai qu'ils avaient monsieur, voilà. Oui, oui. Et s'il vous plaît, ce qu'on peut faire pour qu'il y ait 2-3 questions au moins
faire des questions uniques et assez brèves, s'il vous plaît. Je vais être très bref, c'est juste pour faire un témoignage et puis c'est juste pour faire un témoignage et puis apporter une solution. Je m'appelle Patrick Bouffard, je suis cardiologue, enfin médecin cardiologue en Seine-Saint-Denis. Et je voudrais d'abord, dans le cadre penser globalement, moi je m'étais posé la question et c'est pour ça que j'ai rejoint le collectif Roosevelt, parce qu'un matin à la consultation, je me suis dit, mais pour bon sang, mes patients, c'est des problèmes politiques. Mes patients sont politiques. Pourquoi quand on est pauvre, on grossit? Pourquoi il y a une flambée d'obésité? Pourquoi il y a une flambée de diabète? Pourquoi je suis obligé de m'occuper d'un homme de 35 ans qui vient de faire un infarctus et dont la seule solution thérapeutique, c'est une transplantation cardiaque? Pourquoi 50% de mes patients, je dois les référer à un psychiatre? Le burn-out, ce n'est pas qu'une maladie somatique, c'est essentiellement une maladie psychologique. Et c'est pour ça que je pense à ça après avoir écouté Madame Méda, et je pense que ça vient tout à fait en écho avec ce qu'elle vient de dire. Donc là, j'arrête là pour penser globalement, et maintenant je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour agir localement? Et tout à fait, en tout cas sur la ville de Saint-Ouen, on l'a fait, parce on propose maintenant ce qu'on appelle le protocole Azalée, qui a été reconnu par l'ARS. C'est-à-dire qu'on fait rencontrer tous ces patients dont je viens vous parler, on pourrait passer des heures à parler de ça. On les réfère à une infirmière du protocole Azalée, qui va les prendre en charge pour de l'éducation thérapeutique. Parce qu'on peut tout à fait proposer des solutions. Et moi, je suis un fervent partisan. Je voyais que Google va s'associer avec Sanofi pour nous vendre encore une 15e statine dont on n'a absolument rien à faire. Et je me suis dit, je suis extrêmement fier, sur mon petite action locale, de proposer ce que j'appelle l'ordonnance verte. L'ordonnance verte, elle est très simple. Il faut acheter une paire de baskets, il faut avoir des conseils diététiques et il faut bien dormir. Le sommeil. On néglige absolument le sommeil. Et je peux vous assurer qu'on a un retour formidable, notamment par l'empowerment des malades. Les malades, ils s'approprient tout ça et je peux vous dire qu'on a des résultats formidables. Voilà, c'est tout ce que je voulais souligner. Merci. Vous avez entendu tout à l'heure que le concept de bien vivre a traversé notre discussion. Je crois qu'il y a toute une culture, toute une dimension culturelle. Peut-être Dominique, bien sûr, tu peux. Ça me semble très important, puis ça va très bien avec la question qui est d'avant, quoi. C'est-à-dire, certes, il y aura des coûts énormes à ce qu'on souhaite faire, à cette transition, mais il y aura des coûts évités également énormes. Regardez le fameux rapport du Sénat qui a dit qu'on consacrait 100 milliards, 100 milliards, ça me paraît quand même énorme, non, à cause de pour se, même pas guérir, mais pour prendre en charge la pollution de l'air, les conséquences en matière de santé de la pollution de l'air, etc., etc. C'est-à-dire, on va aussi faire des gains monétaires et non monétaires, mais aussi monétaires, dans cette transition. C'est aussi ça que je voulais dire en parlant de désintensification du travail. En effet, on peut vraiment travailler autrement et puis arrêter de compter dans notre PIB des tas de choses dégoûtantes, absolument toxiques, et aller droit au but. Je pense que là, on aura vraiment aussi des dépenses en moins, des économies réellement. Non, monsieur, attendez, on va vous passer un micro. Et essayez de bien vous présenter, si possible, et de poser tranquillement la question. Je suis Vernon Duvacha, je suis retraité de Météo France et dans mon dernier poste, je me suis occupé du changement climatique, notamment à travers la MIAS, la mission interministérielle de l'effet de serre. Alors, le premier, c'est des commentaires essentiellement par rapport à tout ce qui a été dit, qui est très intéressant d'ailleurs. Le premier point, c'est pour bien comprendre la conférence COP21, il y a un bouquin qui est très bien fait de Pascal Canfin qui s'appelle Conférence Climat Paris, 30 questions pour comprendre les enjeux. Et à la fin, il y a même un guide pratique de la conférence où on apprend que même si on n'est pas habilité officiellement à négocier, on pourra participer à condition d'aller au Bourget. Et ce que je voulais dire, j'ai apprécié qu'on mentionne le fonds vert. Par ailleurs, je sais que dans la Croix, il y a un article qui mentionne qui mentionne qu'on est à 3 degrés environ. Et Pascal Canfin, le même, dit qu'on aura fait une partie du chemin si déjà on obtient ça. Maintenant, c'est assez délicat parce qu'il y a des effets non linéaires très compliqués qui sont là-dedans. Et puis, reste à savoir, il n'y a qu'une partie des... normalement, dans le processus de négociation,
les pays doivent doivent faire état de leurs intentions de réduction d'effets de serre, et actuellement, il n'y en a qu'une partie qui ont fait ces intentions, qui ont donné ces intentions, et puis ça fait des intentions séparées. Donc vraisemblablement, l'accord sera constitué d'une somme d'intentions un peu séparées, c'est disparate, et on peut espérer que ça fera une réduction, mais c'est très très dur. Et je prévois d'ailleurs que ce soit très très violent. Et je pense que d'ailleurs, Obama et la Chine ont fait leur accord séparément pour éviter d'être sous pression des projecteurs, etc. Bon, tout à l'heure, on a mentionné, sur la communication, je signale que Dominique Bourg explique, bon, mais ça a été dit, qu'on ne le voit pas dans la rue et tout ça. Quand on sort dans la rue, on ne voit pas l'effet du changement climatique, quoi. Maintenant, vous venez de parler de la pollution de l'air. Il faut savoir aussi que la pollution de l'air, elle camoufle globalement environ 1 degré. C'est-à-dire, normalement, ce serait plus chaud, hein. Donc, ça va pas toujours dans les mêmes sens. Il y a des projets qui travaillent pour les mettre ensemble. Et il y a un autre point que je n'ai pas entendu et qui est relativement important aussi dans les négociations, c'est le concept d'adaptation. On parle beaucoup de réduction de gaz à effet de serre, on appelle ça la mitigation, et il y a aussi l'adaptation, s'adapter au climat futur, et ça c'est un enjeu assez important, d'autant que c'est un peu incertain aussi, c'est des résultats des modèles et tout ça. Puis je voulais dire aussi que parmi les climato-sceptiques, si vous allez sur Wikipédia, vous avez une liste d'un certain nombre de scientifiques qui sont là-dedans. Il n'y a pas que des gens qui sont vendus aux groupes pétroliers. Il y a même des scientifiques. Et en France, il y a un mathématicien qui a écrit un bouquin là-dessus, Le mythe climatique. Alors, sur l'adaptation aussi, j'ai un autre point à donner qui est assez important, parce qu'on a parlé des catastrophes. Et il y a un rapport du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui date il y a 3 ou 4 ans, dans lequel Desmond Tutu préface un chapitre sur l'adaptation. Et dans ce chapitre, on explique assez bien comment des cyclones dans Haïti ont mobilisé l'occurrence d'un cyclone a mobilisé la population et l'État. Et après, ils ont trouvé des parades pour réagir et qu'après, ça s'est mieux passé. Et ils citent aussi des pluies extrêmes au Mozambique. Enfin, il y a pas mal de... C'est très intéressant de ce côté-là, quoi. Voilà. Merci, monsieur. Vous êtes très expert et merci donc pour vos informations complémentaires. Monsieur, au fond... Oui, bonsoir. Je m'appelle Roger Luce. Le reste, ça n'a pas tellement d'importance. Nos sociétés industrielles se sont construites sur du non renouvelable, sur les énergies, avec les énergies fossiles, charbon au départ, et c'était dit plus ou moins, mais pas très bien, je trouve, et aussi les minerais. Et les minerais dépendent aussi de l'énergie, hein. C'est parce qu'on a eu beaucoup d'énergie qu'on a eu aussi beaucoup de minerais, beaucoup d'énergie pas chère, abondante, etc. Jusque maintenant, le baril est à $40, je crois, etc. C'est en dernier. Et ce qui n'est pas pris en compte, justement, c'est ça, c'est les minerais. Et la transition actuellement paraît facile, parce que, bon, ça va coûter de l'argent, mais on s'en fout, enfin, c'est secondaire, parce qu'on a encore une énergie abondante et pas chère. Mais après, la transition qui consiste à passer d'une société chaude à une société froide ou presque froide, est-ce que la société froide est durable ? J'en suis pas sûr. Par exemple, l'étain, une vingtaine d'années, c'est toutes les soudures électroniques, etc. Je ne sais pas s'il y a un substitut. Le cuivre, c'est 25 à 40 ans. Après, alors les caténaires, tout ça, ça peut être remplacé par l'aluminium. Mais les câbles seront plus gros parce que l'électricité passe moins bien, il y a une plus grande résistivité, etc. On peut peut-être retenir un point, c'est vrai que vous apportez, c'est la question des minerais. Il y a des travaux scientifiques très importants actuellement sur la notion d'effondrement et qui montrent que malheureusement, même pour des sources d'énergie dites alternatives, des murs comme celui du pétrole se présentent sur des métaux rares, par exemple, et vont nous mettre en grande difficulté pour les alternatives à l'énergie fossile. Bon, on peut être très long sur le sujet. Vous avez des ouvrages actuellement qui sont parus là-dessus. On peut se documenter maintenant sur cette question.
Merci beaucoup pour votre contribution. D'autre part, on peut constater qu'il y a une domination de l'économie, de l'activité économique sur les sociétés depuis un bon bout de temps, mais c'est très, très fort actuellement, et aussi de la pensée économique sur la pensée générale, Absolument. sur nos cerveaux. Question et ça, il faut s'en débarrasser. Je pense que nous en avons pas Alors, mal à la place de l'économie monétaire, est-ce que ça ne serait pas une économie? Merci. Une économie matérielle. Les pollutions d'un côté, les minerais et l'énergie de l'autre qui diminuent. On ne peut pas s'enrichir en ayant de moins en moins de minerais. Je suppose qu'on ne monopolise pas complètement la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est une question un petit peu qui s'adresse d'ailleurs aux intervenants et puis peut-être un peu à tout le monde. Moi, je m'appelle Jean Daniel. Je suis ingénieur biomédical au départ et puis j'ai changé de paradigme. Je suis dans la culture maintenant. Et puis c'est vrai que en fait, la question, je me permets de dire ça parce que ça amène ma question. C'est vrai que du coup, je pense qu'on est plusieurs dans la salle à être sensibilisés peut-être à des mouvements comme justement le collectif Roosevelt, Colibri, Attaque, etc. Moi, j'essaie de passer aussi dans l'action politique avec un parti citoyen que peut-être que vous connaissez qui s'appelle Nouvelle Donne. Et en fait, la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est de me dire comment converger. C'est-à-dire que du coup, on entend plein de choses très intéressantes de vous et de la part aussi de gens de la salle. Et je me demande comment on pourrait arriver, parce que c'est vrai que c'est un compte à rebours. On est pris dans une course. Est-ce qu'on va arriver avant les enjeux que vous avez décrits, la COP21, à enrayer? Comment faire comprendre aux politiques? Bruno Lamour parlait de cette marche, je crois en novembre. Est-ce qu'on sera 4 millions ou pas, etc. En même temps, tout ça est lent. On le sait. Et du coup, ce que je suis en train de me demander, c'est peut-être comment arriver. Est-ce qu'il ne nous faut pas de la communication? Parce que par exemple, ce bouquin, comme tous les bouquins dont on a parlé, sont super intéressants, mais est-ce qu'on va pas être les mêmes à les lire? Donc, puisque finalement, Nouvelle Donne politique, c'est pour être plus concret. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas carrément inventer un nouveau média concurrent de quelque chose pour que ces idées, ce que fait ce monsieur, dans quelle ville d'ailleurs? À Saint-Ouen, etc. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à diffuser ça? Parce que comme on est dans une course vraiment qu'on peut prendre de plus ou moins urgente, vous l'avez dit, on est à la fois atterré par les informations qu'on peut recevoir, et donc il y a des mécanismes normaux de frein individuels, psychologiques, ce qu'on nous a appris. Comment transcender ça? Ce que Bruno Lamour disait aussi au départ, en même temps, plus on va avancer vers une espèce de truc positif, plus il y aura des freins qui seront aussi extérieurs à nous. C'est-à-dire que nous, il y a le frein interne psychologique où on a peur et on est un peu atterré et on se dit ça va aller mieux puisqu'on nous a appris la technique va nous aider à nous en sortir. Il y a les freins extérieurs qui sont les freins des lobbies, de l'économie, etc. Donc est-ce que, la question est là, Jules arrive, hein, c'est... Parce que vous êtes parti sur un exposé là maintenant. Non, pas du tout. C'est que juste, du coup, comment arriver concrètement à intégrer ce qui a été dit par exemple? Est-ce qu'il faut se dire qu'il faut une plus grande convergence entre vous, auteurs, etc., et nous, citoyens? Est-ce que, du coup, vous, les intervenants, par votre expérience, est-ce qu'il faut justement inventer un nouveau média? Est-ce qu'il faut se parler plus? Les livres servent à nous parler, à communiquer, c'est sûrement ça notre salut. Comment inventer quelque chose qui soit plus rapide que, par exemple, cette simple assemblée collective Roosevelt? Voilà, c'est un peu ça la question, mais que je ne sais pas, et j'attends peut-être que des gens du public ou vous-même puissiez donner votre avis. Cher monsieur, votre question et tout ce que vous dites est déjà une réponse, si je peux me permettre, à votre questionnement. Il y a 30 ans, moi j'étais déjà journaliste et je traitais parfois de ce genre de sujet, et c'était dans un désert total, c'est-à-dire que les rédactions étaient réfractaires à toute information sur les sujets d'environnement, les pouvoirs publics essayaient de réprimer les journalistes qui éventuellement se souciaient de ce genre de problème, bien plus que ce que j'ai connu ensuite en travaillant sur les questions de corruption, et les médias étaient vides, les directions de rédaction, et le public, le pire, était très insensible, voire totalement dubitatif. Mesurer ce qui se passe dans la sphère de l'information.
Il y a peu de journaux aujourd'hui qui ne font pas place à ça, certains plus que d'autres. Il y a des médias, je vais me permettre de les citer, même si c'est un média très militant. Reporter n'aurait pas existé il y a 10 ans. Regardez Mediapart, des sites internet qui aujourd'hui vivent et vivent bien. Quelle part ils font très importante, voire parfois centrale, aux questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et des rencontres comme celle d'aujourd'hui n'existaient pas. Et surtout pas dans le ton dans lequel nous sommes les uns par rapport aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à ça. Voilà, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est en haut et dont vous êtes les premiers. Nous sommes tous des acteurs depuis longtemps et que ça s'amplifiera forcément. Je peux qu'abonder dans ce que vous dites. Et pour avoir participé récemment à une réunion avec le Secours catholique et Attaque, il y a encore 3-4 ans, ce n'était pas possible. Hein, aujourd'hui, voilà. Et comment puis, s'appelait le pape il y a 30 ans Aurait-il écrit l'encyclique? Et puis une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais à Copenhague, il y avait la coalition des associations de développement et celle des écologistes. Et là, elles sont ensemble. Donc tout ça, c'est un signe. Ceci dit, vous posez, je pense, une question assez fondamentale. On avait une réunion hier avec nos fondateurs et ça a été la question centrale. Comment faire en sorte que tous nos mouvements, toute cette énergie citoyenne qui se développe partout, et c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça me donne vraiment la pêche. Enfin, je peux vous le dire. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait une espèce de, de canalisation qui permette de donner encore plus de force. Je me dis quelquefois qu'on est encore victime du mythe du grand soir. Enfin, en tout cas, pour ma génération. On espère qu'un jour, paf, ça va être... Il n'arrivera pas, le grand soir. Maintenant, on a compris. Et que, ben voilà, il va falloir... ça passera peut-être aussi par des hommes qui vont arriver à... C'est pour ça que j'ai cité la pétition tout à l'heure, parce que je pense que ça peut être un canal. Il faut tout essayer. Et Bruno, je pense que Dominique aussi... Pardon. Non, pas du tout, c'est bien. Je vous précipite, mais c'est pour gagner un peu de temps. Dominique, sur la question du politique, parce qu'il y a la question du politique. Non, mais c'est une question déterminante, on se connaît tous les deux. Mais, la question de savoir s'il faut un parti politique pour être le réceptacle de tout ça et qui pourrait porter. Moi, par exemple, j'ai accompagné aussi la création de Nouvelle Donne. Je me suis peu impliquée après, mais c'est vrai que je me disais que c'était une bonne idée qu'un parti, notamment, tienne ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces deux questions ensemble, la question sociale et la question écologique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu segmenté. On a des partis écologiques qui travaillent quand même plutôt sur l'écologie, même s'ils s'intéressent au social, mais il y a un peu des spécialisations. Donc, un parti qui aurait su tenir les deux ensemble et montrer comment on peut mettre une de ces questions au service de l'autre, et notamment la reconversion écologique au service de l'emploi, et montrer que ça n'est pas du tout contradictoire, ça m'aurait semblé très, très, très bien. Mais c'est vrai que, après, on tombe dans la bataille des partis politiques, et c'est comme la bataille des intérêts derrière, c'est-à-dire chacun veut garder son petit truc, et on voit bien que ce qui pourrait se passer là, par exemple, à gauche, une sorte de rassemblement de toutes les forces de gauche autour d'un projet écologique et social, ne se passe pas. Voilà. Il y a aussi une chose peut-être dont on n'a pas assez parlé, monsieur, au fond, vous en avez parlé, mais la domination de l'économie quand même, qui est absolument folle, de l'économie, mais et j'allais dire de toutes sortes d'économies, c'est-à-dire comme si les choses étaient inscrites et qu'on ne pouvait pas les bouger. Et dernier point sur la conclusion du livre de Naomi Klein, qui est quand même un très grand livre, quoi. Sa conclusion, c'est ça, c'est le mouvement social. Il faut avoir, dit-elle, un nouveau mouvement social qui pousse le politique et le fasse changer. Le titre du livre de Naomi. Tout peut changer, non? C'est ça, voilà, tout peut changer. Capitalisme et changement. Cécile, parce que... C'est aussi dans le même sens de votre question. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi à la fois, on sent qu'on a besoin d'un grand projet de société fédérateur et que la transition écologique pourrait l'être dans la mesure où elle implique ce que le pape appelle une écologie intégrale, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'existence des personnes, des collectivités,
quelque chose qui touche à la vie quotidienne aussi bien qu'aux aspects, aux engagements politiques mondiaux à l'échelle de la planète, les questions d'art de vivre au quotidien et puis des sujets justement notamment économiques, mais que tout ça quand même c'est largement, enfin on n'a aucun homme politique aujourd'hui qui a un discours clair sur ce projet et sur ce que ça signifie. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur le fait de réinverser l'ordre des priorités et de trouver les moyens de faire en sorte que la finance et l'économie soient au service de ce grand projet. Et là, et de ce point de vue-là, on voit aussi comment dans les médias, les économistes qui ont une voix un peu dissidente, on évoquait Jean Gadret tout à l'heure, Gaël Giraud ou autres, qui ont des propositions très concrètes sur le financement de la transition, pour montrer que c'est possible, que justement il y a des tas de ressources à notre disposition qui permettent de flécher les investissements vers les secteurs qui nous engagent dans ce mouvement et qui sont créateurs d'emplois et de prospérité, ces voix-là sont très peu entendues ou sont marginalisées. Voilà. Et moi je trouve que c'est ça qui est très préoccupant, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui dans les partis qui sont supposés aller dans le sens d'un développement et de la justice pour le plus grand nombre, un discours clair là-dessus. Et donc, et qui fait que on a l'impression que c'est un débat d'opinion qui touche encore quand même la question même du diagnostic sur le changement climatique, ce que je trouve quand même dramatique, plutôt que de se dire que ça devrait être un débat sur les moyens d'assurer la transition. Et du coup, je voudrais quand même aussi reciter une phrase du pape, parce que sur la question de la mobilisation citoyenne, parce qu'il a des passages extrêmement forts sur la nécessité pour la société civile de faire pression sur le politique et sur les dirigeants, qu'ils soient économiques ou politiques. Et puis, alors, il a une... Où est-ce que c'est ? J'avais préparé mes citations. Oui, il a, alors, numéro 57... sur la question de notre responsabilité citoyenne vis-à-vis de nos dirigeants. Il termine ce paragraphe en disant « Pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera dans l'histoire le souvenir de son incapacité à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le faire ?» C'est quand même un appel, voire à la désobéissance civile et à dur qui est quand même, qui nous interpelle. Bon, on le sent bien, les mots qui rôdent énormément aujourd'hui dans l'espace public. On entend le mot résistance, beaucoup. Des très beaux livres d'ailleurs vont paraître dans les temps qui viennent avec ce titre, des inédits de Yankelevitch, Esprit de résistance, peu importe. Il y a le mot insurrection, vous l'avez entendu à propos de Desmond Tutu, c'est quand même... Et puis il y a cette rupture qu'il y a entre l'éthique, pour ne pas parler du spirituel, et le politique, parce qu'il y a une contradiction aujourd'hui, malheureusement, sans doute entre l'éthique et le politique. Une autre question ? Frédéric Rossi, je travaille dans l'énergie, dans les services financiers. Et j'ai écouté tout à l'heure la proposition notamment de Mme Renoir qui disait que ce serait bien que les entreprises n'aient pas comme but ultime de faire du profit. Alors ça nous a fait un peu sourire avec mes voisins, parce on y croit à fond, hein, mais malheureusement, moi je suis sceptique. Et quand on entendait les témoignages là, de 20% d'énergie stockée, si on les dépasse, on ne s'en sortira pas. Mais les 80%, ça représente potentiellement aujourd'hui une masse d'argent phénoménale. Si on parle des paradis fiscaux, on se dit ah oui, c'est légal, mais ce n'est pas légitime. Mais si on pense qu'une entreprise, son but ultime, c'est l'argent, on comprend la logique, on se dit ah oui, c'est n'importe quoi, mais dans la logique de l'entreprise, c'est complètement logique en fait. Hein, c'est juste de faire le maximum d'argent le plus vite possible. Et quand on parle aussi de la séparation des banques, vous disiez les hauts fonctionnaires de Bercy, ils sont trop mitoyens avec les grands cadres des banques, et puis il ne se passe rien. Donc, moi j'aimerais y croire, c'est pour ça que là j'ai plein de voisins, rien que d'écouter tout le monde, je suis très croyant, ça me fait vraiment beaucoup de me dire du bien qu'on n'est pas tout seul, mais en même temps je suis assez pessimiste quand je vois dans mon quotidien, en me disant les entreprises, mais si je me mets dans leur logique, ça me paraît aberrant, mais je comprends. Et donc, vous y croyez, vous, que les entreprises vont changer et que... Oui. Vraiment, moi, j'aimerais y croire, mais... Je vous en prie, bien sûr. Je me tourne aussi, je regarde Frédéric très fort, parce qu'il faudrait que tu répondes aussi. Mais moi, j'y crois, et je pense que si on n'y croit pas, ça ne changera pas. C'est la première chose. Je me rappelle avoir dit ça, j'étais prof de philo en terminale,
on avait eu visite de quelqu'un qui nous parlait des enjeux planétaires, qui demandait aux élèves, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Première réponse d'un élève, dire, de toute façon, la question est mal posée parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Bon. Alors quand j'avais débriefé avec eux, je leur ai dit, mais si à 18 ans, vous ne pensez pas qu'on puisse changer le monde, si vous pensez que Mandela ou Luther King ou autres n'avaient pas cru qu'ils pouvaient changer, ben rien ne se serait fait. Donc, voilà, moi, ma première réponse, c'est de dire, il faut y croire, il faut qu'on se mobilise collectivement. D'où, nous, l'interrogation qu'on avait dans le livre, c'était d'insister sur ces enjeux de responsabilité collective, à la fois personnelle et collective, d'action collective. Moi, je trouve qu'il manque aujourd'hui une théorie de cette action collective, citoyenne, de mobilisation, parce qu'à la fois, il faut des figures de proue qui nous entraînent, mais aussi cette mobilisation, davantage, y compris dans l'entreprise, et pour trouver des moyens de décloisonner les choses. Alors, moi, j'évoquais, il me semble qu'il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois le fait... Il me semble, enfin, moi pour travailler depuis 12 ans sur la question de la responsabilité des multinationales, il y a quand même un discours qui, à 12 ans, était considéré comme un discours d'altermondialiste excité et qui, aujourd'hui, est repris par des gens qui sont dans les entreprises et qui se vivent, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, qui se vivent, j'ai eu cette année plusieurs discussions avec des directeurs fiscaux des boîtes du CAC 40 qui m'ont dit qu'ils se considéraient comme schizophrènes. Et c'est le terme qu'ils utilisent. C'est-à-dire, c'est plus que le sentiment, le sentiment d'être complètement divisé et la reconnaissance que les modèles sur lesquels sont construites nos entreprises aujourd'hui sont des modèles qui nous mènent aussi dans le mur. Et donc, l'interrogation sur les moyens de changer. Alors après, je reconnais, ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on entend en permanence, c'est dire, il y a quand même une logique dominante, on a beau vouloir essayer de proposer des perspectives juridiques pour transformer la manière dont on définit l'activité de l'entreprise. D'ailleurs, il y a un tel lobbying du MEDEF et de la FEP contre ça, que ce qui était dans le projet de loi Macron de décembre comme une proposition a été enlevé avant même que ce soit présenté à l'Assemblée. Donc ça en dit long sur ces luttes de pouvoir. Et ça, je pense qu'évidemment, il ne faut pas du tout être naïf sur les résistances. Et en même temps, je crois que c'est pour ça que pour moi, ça engage la question de la pression citoyenne sur les entreprises, la mobilisation, la manière dont nous aussi nous exerçons une pression comme consommateurs en signant des pétitions. Et puis dans l'entreprise, je pense qu'il y a aussi, c'est comment est-ce qu'on crée des lieux de parole pour que ceux qui sont dedans, qui vivent de l'intérieur ces tensions, puissent être à la fois des lanceurs d'alerte, puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et je pense, alors moi, la petite expérience que j'ai depuis comme une dizaine d'années de travail avec des cadres et dirigeants qui, pour certains d'entre eux, ont été très courageux aussi, parce qu'ils ont pris des risques personnels en se disant qu'ils avaient une responsabilité exercée. Je pense que ce qui donne la capacité à prendre des risques, c'est aussi le fait de ne pas se sentir seul et de se dire que si on se fait virer, il y aura des solidarités qui pourront jouer et qui permettront de trouver d'autres voies. Et j'ai l'impression qu'il y a une des difficultés qui, quand même, il faut que je m'arrête, largement liée au fait que chacun est dans son coin et dans ces grandes entreprises à ruminer son insatisfaction et qui manque des lieux à l'intérieur ou à l'extérieur qui permettent de regarder les choses autrement et de se dire qu'il y a d'autres voies possibles. Et je trouve que... Voilà. Alors c'est vrai que les prises de conscience comme celles dont vous témoignez, au risque de la schizophrénie, sont quand même aujourd'hui nombreuses. Elles n'existaient pas autrefois. Juste un mot, les syndicats, les grandes centrales syndicales, les grandes confédérations se posent aujourd'hui des questions sur la question des valeurs et les questions d'éthique dans l'entreprise comme aussi facteur de mobilisation des salariés. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître. Dominique, tu voulais... D'un mot pour... poursuivre avec ce que disait Cécile. Il me semble que cette question de l'entreprise, elle est très très importante. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, on se rappelait qu'il y a en ce moment en France toute une série de publications sur l'entreprise qui remettent en cause l'idée de Milton Friedman, que l'entreprise, elle serait là juste pour faire du profit. Qui disent non, c'est pas vrai que l'entreprise est la propriété de ses actionnaires. C'est toute une série de choses que l'on croit bêtement. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut redéfinir l'entreprise, dire qu'elle n'est pas là faire que du profit. Il y a les travaux d'Isabelle Ferreras, de Robé, de Favreau, de Segrestin. Non, mais je pense que donc là, il y a tout un bouillonnement dont on pourrait se saisir.
Moi, je suis dans la comptabilité. La première règle des comptes qui sont faits dans les normes maintenant IFRS, c'est la norme, voilà, c'est IFRS. Et le premier article, c'est dit des comptes sont faits pour l'actionnaire. Je sais. Après, les autres, ils ont l'air de reprendre. Mais vous, Mais voyez, c'est là-dessus qu'il faut qu'on vous êtes dans la comptabilité, vous n'en pensez pas moins. On est d'accord. Ce qui est nouveau. Mais qui a dit ça? Qui le soutient? Est-ce qu'on peut le remettre Mesdames, en cause? messieurs, voilà, on est aussi contraints par le temps.